Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football et aussi bien sûr aux fans du Real Madrid qui m'écoutent. J'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai pas eu le temps de vous préparer une analyse tactique détaillée de Real Madrid Alaves pour faire un avant-match, mais à la place on va parler ensemble de 2-3 actualités autour du Real Madrid qui sont quand même assez intéressantes, notamment la composition qu'a filtré pour le match de demain et surtout le rôle de Hendrick dans cette composition. On va parler également du record du FC Barcelone que le Real Madrid peut battre cette saison d'ici les prochains match et encore plus pendant le Classico de fin octobre, c'est quand même une symbolique plutôt pas mal. Et on parlera ensuite en fin de vidéo de Jude Bellingham qui à mon sens met sa carrière footballistique en danger à cause de son épaule qui a encore rechuté, sur laquelle il ne veut toujours pas se faire opérer. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Et en tout cas les amis, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui cochent la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. Merci à ceux qui prennent le temps de mettre un petit pouce bleu et un commentaire. C'est pas grand chose pour vous mais pour moi c'est une belle récompense pour le temps que je passe en tout cas à proposer des vidéos et analyses de qualité. Donc merci à tous ceux en tout cas qui rejoignent la famille. On est bientôt 90 000 abonnés, c'est vraiment exceptionnel. Pour commencer, on va parler du record du FC Barcelone que le Real Madrid souhaite en tout cas battre et détrôner une bonne fois pour toutes. Le FC Barcelone avait accompli une série de 42-43 matchs d'affilée sans perdre en Liga en chevauchant sur 2 saisons différentes. Là actuellement le Real Madrid, en comptant la saison dernière et ce début de saison, on est actuellement à 38 journées d'affilée de Liga sans perdre, soit automatiquement, comme vous l'avez compris, une saison entière de Liga sans perdre, chevauché sur 2 c'est vrai, mais pour l'instant c'est absolument exceptionnel comme série. Et pour l'instant, pour battre le Barça, il faudra attendre le Classico de fin octobre, ce qui est quand même plutôt symbolique de battre l'équipe qui détient le record, ou du moins ne pas perdre contre l'équipe qui détient le record, et en tout cas leur passer devant de cette façon. Et ce serait encore plus incroyable de le faire au Bernabéu et surtout en les battant, histoire de bien les remettre à leur place et de prouver qui sont les patrons au niveau de tous les records en Espagne. Pour le faire, il faudra d'abord ne pas perdre contre Alaves, l'Atlético Madrid, Villarreal et le Celta de Vigo, et bien sûr après contre le Barça. Et franchement, là actuellement, le Real Madrid monte en puissance, les 4 fantastiques devant sont décisifs et s'entendent de mieux en mieux. On sait que quand il y a le retour de tout le monde et surtout bientôt de Camavinga, l'équilibre défensif sera assuré, en espérant bien sûr qu'on finisse aussi par produire du jeu, qu'on arrête de ne marquer qu'en deuxième mi-temps, qu'on puisse enfin tuer nos matchs dès la première. Si on peut en planter 2 ou 3, il faut le faire, en espérant bien sûr que les joueurs arrivent à ne plus faire d'erreurs bêtes au niveau individuel ou collectif qui peuvent nous coûter des points en tout cas en Espagne, et surtout qu'on puisse enfin espérer rattraper le Barça dans le même temps, parce que là il y a 4 journées avant le Classico. J'aimerais bien qu'une équipe de la Liga au moins arrive à les faire tomber, au moins sur un match nul, pour qu'on puisse les battre à domicile et leur passer devant au niveau des points. Ce sera en tout cas exceptionnel, parce qu'aujourd'hui le Real certes a eu du retard à l'allumage, mais le Barça ne faiblit pas. Malgré les absences, malgré les blessures, il continue de gagner, d'engranger de la confiance avec des jeunes et des recrues qui sont performantes et des joueurs aussi à côté qui surperforment. Donc j'espère que quelqu'un les fera tomber. On a fait le débrief hier contre Villarreal. Villarreal qui aurait pu les battre, mais largement, ou du moins leur faire perdre des points, mais ils ont tellement croqué que c'était inadmissible. Et en face, le Barça n'a quasiment rien raté. Et forcément, ça finit en humiliation et en petit braquage de base. Enfin bref, en tout cas le Real qui aura à cœur de battre le record du Barça, et je pense que ça motive l'équipe aujourd'hui à se dépasser autant à domicile qu'à l'extérieur, et ils savent que déjà avec 4 points de retard, toute défaite est interdite. On n'a plus beaucoup de jokers, donc il faut arriver invaincu avec le plein de victoires au Classico, et surtout après les battre pour aller encore plus loin. Et en tout cas, je sais pas pour vous, mais je pense que si on bat le Barça et qu'on a le record en tout cas en poche, je pense qu'on peut aller légitimement jusqu'aux 50 matchs en tout cas sans défaite, ce qui serait exceptionnel et peut-être un record quasiment impossible à battre. En tout cas, je vous laisserai me dire en commentaire jusqu'où le Real Madrid sera capable d'aller si on arrive au Classico avec le record, et si on peut bien sûr aller plus loin, on va pas se faire prier. Pour parler de la composition contre Alaves qui aurait filtré dans les médias, peut-être que ce sera celle-là, ou en tout cas ce sera celle-là plus ou moins proche à mon sens. On a aujourd'hui quelques joueurs qui vont être laissés au repos, comme notamment d'un côté Bellingham, dont on reparlera un petit peu après, et Carvajal, qui vont laisser leur place à Arda Güler, qui profite encore des absences de Camavinga, de Brahim Diaz et maintenant aussi de Jude Bellingham pour s'installer. Le fait que Modric dans la rotation est sur le banc et ne sera pas titulaire souvent par rapport aux jeunes qui doivent prendre des marques, du temps de jeu et de la confiance pour l'avenir. Donc
tant mieux qu'ils soient dans le milieu à 3 avec Tchouaméni et Valverde qui seront eux le double pivot défensif, avec Arda Güler qui sera plus proche de la surface sûrement en numéro 10 et plus proche du trio offensif pour créer du jeu et combiner et pourquoi pas finir les actions aussi en plus de les construire. Lucas Vazquez qui prendra la place de Carvajal, Militao Rudiger en défense centrale, Mendy qui fait pas un début de saison exceptionnel et je trouve même que Fran Garcia pour l'instant est bien plus intéressant et bien plus important sur le terrain, dans les entrées en jeu en étant titulaire comme on l'a vu l'autre jour, mais en tout cas il reprend sa place pour faire tourner, prendre de la confiance et en tout cas montrer pourquoi Ancelotti le considère comme le meilleur arrière-gauche du monde au niveau défensif. Courtois toujours au cage qui a toujours pas laissé sa place à Lounine et après devant Vinicius qui reprend sa place en tant que titulaire, qui a été décisif contre l'Espagnol avec une belle entrée en jeu, un but et une passe décisive, magnifique pour Rodrigo au passage. Mbappé qui continue d'engranger de la confiance et des buts, certes sur penalty, mais qui continue de marquer et de faire des passes intéressantes aussi. Il continue de stater en n'étant pas encore à son aise en tant que numéro 9, il combine de plus en plus, il touche de plus en plus de ballons dans la surface et en dehors, il participe de plus en plus à la création et aux combinaisons et il se procure en plus en plus d'occasions. Il faut bien sûr régler la mire pour qu'il marque dans le jeu comme il le faisait avec l'équipe de France à Monaco et au PSG et après dans ses schémas en plus préférentiels d'occasion, mais ça va finir par rentrer. En tout cas aujourd'hui, plus on avance, plus le quatuor et dont Mbappé sont de plus en plus performants et intéressants. Et à droite, c'est aussi un petit peu la surprise du jour et Ancelotti l'avait prévenu, soit contre l'Espagnol ou Alaves, Endrick serait titulaire, ce qui laisse Rodrigo au repos pour l'instant mais qui pourrait bien rentrer très vite dans le match comme d'habitude. Mais Endrick en tant qu'ailier droit, il a déjà joué à ce poste-là avec Palmeiras, il n'a pas été mauvais, il a souvent été décisif par sa vitesse, sa puissance et sa qualité de passe. On atteste l'autre jour l'extérieur qu'il a fait pour Vinicius qui avait un peu croqué bien sûr devant la surface, devant le gardien, mais Endrick, qu'il soit attaquant de pointe ou ailier, il a la capacité physique, la technique, la percussion pour le faire. L'autre jour contre l'Espagnol, il percute en partant de la droite, il provoque le penalty en plus de manière assez intéressante et de l'autre côté, en 30 minutes, il a marqué 2 buts et provoqué un péno et était à l'aise dans plein d'occasions et en plus dans la verticalité par ses appels et son intelligence de jeu. Donc aujourd'hui, je pense qu'Ancelotti veut déjà lui donner de la confiance, lui faire comprendre qu'il va devoir s'adapter le plus possible à l'équipe, qu'il va devoir être plus décisif que ça encore s'il veut espérer jouer à son véritable poste qui est numéro 9 parce que pour l'instant c'est Mbappé, un statut qui n'est pas remis en question et je pense aussi honnêtement que Ancelotti ne veut pas remettre le statut de Mbappé en question en mettant Endrick numéro 9. Parce que là, il pourrait mettre Mbappé à droite, Vinicius à gauche et Endrick en pointe. Mais je pense que Endrick, par son intelligence et son habitude, risquerait de faire, désolé d'exagérer un peu d'ombre à Mbappé par sa capacité à vraiment savoir jouer numéro 9. Et pourquoi pas correspondre au profil et les besoins de l'effectif. Et aujourd'hui, Mbappé, pour ne pas subir peut-être des critiques, etc. et de comparaison, reste en pointe et Endrick sera à droite. Mais après, comme vous le savez, au Real Madrid, la compo et la tactique c'est pas figé, dans le foot rien n'est figé, donc les joueurs même s'ils ont leur poste préférentiel vont sûrement tourner au bout d'un moment suivant leurs appels, leurs déplacements durant le match. Donc Endrick sera sûrement en 9 sur certaines phases de jeu, Mbappé sera peut-être à gauche ou à droite suivant certaines phases de jeu et c'est normal, c'est comme ça. Mais je pense que Endrick titulaire contre Alaves, qui certes est une équipe pour l'instant en confiance, qui est loin d'être une équipe victime comme ces dernières saisons en Liga, mais ça peut jouer crânement sa chance et à voir ce qu'il est capable de faire contre son vis-à-vis. Mais je suis certain que Endrick fera un excellent match, qui joue en pointe ou à droite. Il a les qualités, le potentiel, à lui de confirmer maintenant qu'on doit lui donner sa chance plus que 5 ou 10 minutes par match en Liga ou en Ligue des Champions. J'espère vraiment que le Real gagnera ce match en sachant marquer dès la première mi-temps plusieurs buts pour se mettre en confiance, qu'on puisse faire tourner et surtout qu'on évite de se faire peur inutilement et qu'on propose enfin du beau football. Parce qu'en face, comme je le répète, ils font un bon début de saison, ils sont pas là en tout cas pour ultra bétonner, mais si je pense qu'ils vont le faire sur une bonne partie du match, mais s'ils peuvent marquer contre nous et nous battre, ils vont pas hésiter. Et pour terminer, Jude Bellingham qui donc sera absent contre Alaves et on espère qu'il sera de retour à 100% pour le derby contre l'Atlético Madrid. Jude Bellingham, honnêtement, je vous le dis les amis, pour moi, le Real Madrid et lui sont en train de faire une immense connerie. Jude Bellingham, en ce début de saison, il est exceptionnel. Pour le peu de matchs qu'il a fait à cause de sa blessure à la jambe, il est exceptionnel. Le mec est capable de faire une différence dans le jeu, dans l'apport, dans l'impact physique, technique, tactique. Sans Bellingham, c'est pas le même Real Madrid. Jude Bellingham a seulement 21 ans, c'est le patron du Real Madrid. Avec Vinicius pour certains aussi, mais pour moi, le meilleur joueur de l'effectif, c'est bien Jude Bellingham.
Aujourd'hui, Bellingham, en seulement 1 an, pour sa première saison, il a aidé le Real à ramener Ligue des Champions, des stats d'un ballon d'or en tout cas, mais si c'est Vinicius qui l'aura cette année, et que l'Espagne a privé Jude Bellingham d'un sacre qui aurait été légendaire à seulement 20-21 ans, faut quand même qu'on se le dise, et en plus pour un milieu de terrain qui a joué 3 postes en même temps, limite numéro 9, 8 et 6 pendant une saison au Real Madrid, enfin plutôt 8, 10, 9 pardon, mais globalement, Jude Bellingham aujourd'hui, avec la blessure qui traîne à l'épaule depuis plus d'1 an maintenant, qu'il avait l'espèce de gros bandage sur l'épaule, ça l'a gêné toute la saison, qu'il aurait dû se faire opérer cet été et finalement avec le repos ils ont dit c'est pas la peine de se faire opérer et qu'après derrière il a dit que finalement il se ferait opérer pas avant juin 2025 qui est la fin du nouveau mondial des clubs, c'est compliqué. C'est compliqué. On sait que Jude Bellingham, il a envie de confirmer sa belle saison dernière. Il sait qu'il a un rôle différent en étant plus reculé sur le terrain que l'an dernier. Parce que là maintenant t'as un vrai numéro 9 avec Mbappé, t'as les attaquants qui sont placés plus haut, t'as un 4-3-3 et non un 4-4-2, il y a moins de milieu de terrain, il y a plus d'attaquants. Donc faut que pour l'équilibre, il recule comme normalement c'était destiné à être de base et comme il faisait à Dortmund et comme il faisait de base avec l'Angleterre. Sauf que Jude Bellingham, dans sa volonté de confirmer, de montrer qu'il est important et dans le fait aussi que Toni Kroos est parti et que le Real Madrid et Ancelotti ont besoin d'un Bellingham à 100% pour ultra performer, toute cette précipitation là fait que l'opération est reporté d'1 an et que du coup, au lieu de s'opérer et d'être tranquille, là il a rechuté sur son épaule, il s'est refait mal et ça l'a poussé à sortir et surtout à être absent encore un match. Et ça risque d'être comme ça toute la saison, ils vont devoir lui remettre le gros bandage, ça va le gêner toute la saison, il sera jamais à 100%. Dans l'activité, il n'hésitera jamais à aller au tampon, il n'hésitera jamais à casser des têtes, aller au physique, etc., à prendre la ballon et tout faire, comme d'habitude, on l'a vu contre City l'an dernier, contre le Bayern, il était au four et au moulin, il avait pas peur d'y aller malgré l'épaule en vrac, on l'a vu tout l'Euro également, ou de faire des gestes dangereux ou des ciseaux retournés, etc. Mais le problème, c'est qu'un joueur qui est sans cesse gêné par la blessure, au bout d'un moment, ça le fatigue mentalement, ça le fatigue physiquement. Et au bout d'un moment dans la saison, il se met à craquer. Et même si Ancelotti fait tourner, Jude Bellingham, il est indispensable dans le jeu. On l'a vu contre l'Espagnol, c'est encore lui qui fait la différence par son intelligence et la passe qu'il fait en tout cas pour Carvajal, que le gardien a totalement foiré. Mais ce que je veux dire, c'est que Bellingham, aujourd'hui, mise plus sur le court terme que le long terme. Et ça, c'est pas bon pour le Real, mais aussi pour lui. Certes, c'est que l'épaule, entre guillemets, c'est pas une jambe ou quoi, ou un genou. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, ça risque d'être chronique, et même si tu t'opères, ça marchera plus, l'opération. C'est ça en fait que je vous dis. C'est qu'il vaut mieux être intelligent, en se disant... On s'en passe pendant 2-3 mois au début de saison et on aurait fait autrement, même si c'est clair qu'avec Bellingham c'est quand même plus rassurant que sans, et après qu'il soit là de manière optimale dès novembre-décembre et après pour toute la Ligue des Champions et tout ça, les phases finales et là où les trophées se gagnent surtout, là je trouve qu'on fait tout à l'envers. Parce que là, plus on va avancer, plus il va avoir mal, et moins il risque d'être performant par la suite. Et c'est quand même extrêmement dommage. Et surtout, en fait, cette saison, ce qui m'énerve autour de Jude Bellingham, c'est qu'on risque de voir plein de footix, en fait, dire que Bellingham est une fraude. Tout ça parce que, il subit des contre-coups de blessure comme ça, et surtout parce qu'au niveau des statistiques, il va marquer moins de buts et faire moins de passes décisives que l'an dernier. Enfin, normalement, après on n'est pas à l'abri d'une grande surprise, et qu'il expose tout encore une fois. Mais ce que je veux dire, c'est que Bellingham, en ayant un rôle moins buteur et plus de passeur, d'organisateur et d'équilibre, forcément, il sera moins passeur décisif, il sera moins buteur que l'an dernier. Ça c'est sûr normalement. Mais globalement, les gens vont dire qu'il fera des mauvaises prestations parce qu'il a pas de stats. Alors que l'apport de Jude Bellingham, pour ceux qui ont des yeux, un cerveau footballistique et qui regardent les matchs surtout, et qui se contentent pas de mater le score, qui a marqué et qui fait des passes D, il est indispensable. Sans Jude Bellingham, on ne passe pas City l'an dernier. Sans Jude Bellingham, on ne passe pas le Bayern l'an dernier. Sans Jude Bellingham, il y a des matchs où il ne state pas, qu'on ne passe pas, parce qu'il est tellement partout, à la construction, à la récupération, qu'il est important. Et pour moi, gérer un mec comme ça, qui s'est fait mal, ça doit être la priorité du club. Oui, t'as Kama qui est blessé, oui, t'avais Tchouaméni qui était absent, oui, t'as Modric qui est pas aussi performant que l'an dernier, oui, t'as Kroos qui est parti, oui, on galère à faire du jeu, oui, des jeunes n'arrivent pas trop pour l'instant à prendre la pleine mesure comme Arda Güler, en tout cas au début de saison. Mais ce que je veux dire, c'est que la précipitation et les besoins ont fait que Jude Bellingham, et le manque de recrues aussi, ont fait que Jude Bellingham est obligé de forcer, il est obligé de se sacrifier, en espérant que quand il sera opéré l'année prochaine, enfin en juin 2025, après le mondial des clubs, que ce sera pas déjà trop tard, et que voilà, et après au pire pour la saison 2025-2026, il fera une préparation un peu décalée, mais au moins ce sera définitivement éloigné à vie de cette blessure, ou du moins on l'espère à vie, parce qu'il peut retomber dessus et se faire mal. Mais ce que je veux dire, c'est que là,
on est en train de le bousiller et c'est quand même dommage. On devrait prendre exemple sur le Barça qui a gaspillé des joueurs comme Pedri, Gavi, etc. à force de trop les faire jouer et les faire forcer, et au final ça finit comme ça. Donc Jude Bellingham, même si c'est l'épaule et pas un genou, faut quand même faire attention. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu, il y a tous mes réseaux en description, et à bientôt la famille pour d'autres vidéos. Ciao!